30 ans, 40 ans. En Europe, je suis blanc, je n'ai pas fait exprès. Je suis né en France, je suis né blanc. Et mon cœur est africain. Il y a 40 ans, premier choc pétrolier, peut-être même 50 ans, on a dit qu'il faut économiser l'énergie. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a parlé d'isolation thermique, un tas de progrès. Aujourd'hui, on commence à se réveiller en Europe en disant qu'on peut faire mieux. Alors moi, je dis que la solution, elle est en Afrique. Tout à l'heure, un orateur a dit le premier défi de l'Afrique, c'est la démographie. Son deuxième défi, c'est sa pauvreté. Comme si c'était un problème. C'est une solution. C'est une solution comment? Parce qu'on a des jeunes qui ont envie de travailler. Donnons-leur des directions. Donnons-leur des arbres à planter. Donnons-leur des animaux à élever. Donnons-leur toutes les belles choses qu'on peut faire dans un pays. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, dit-on. Eh bien, l'Afrique, ça sera la ressource de l'humanité. Maintenant, la pauvreté, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour celui qui la vit. J'ai vécu une période au Sénégal où je n'avais pas les 125 francs pour prendre le car rapide. Vous me croyez, vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Mais je l'ai vécu. Donc je sais ce que c'est que de ne pas avoir l'argent. Je sais ce que c'est que de manger un pain-thon par jour. Donc la pauvreté, pourquoi c'est une solution? Parce que grâce à la pauvreté, il y a le recyclage. Dans nos champs, on a des millions de sacs plastiques. Faisons-le récupérer, faisons des tissages, faisons des nattes avec. On nettoie et on permet à des familles d'avoir un petit peu plus que leur bien quotidien. Il y a des millions de solutions. Maintenant, les vrais responsables, ils sont assis à votre place. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Australiens, c'est nous tous. Quand je suis dans les bouchons, est-ce que je coupe ma voiture ou je laisse la voiture pour profiter de la clim? Premier exemple. On est dans une salle ici climatisée. On pourrait augmenter la température de 3 degrés et fermer les portes. Depuis le début de cette réunion, nous gaspillons de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on veut garder notre veste? Non, on peut très bien être confortable avec 4 degrés de plus et les portes fermées. Voilà des exemples. Fermez-l'eau régulièrement, il y a une fuite, on fait réparer, etc., etc., etc. Tout a été dit par tout le monde. Mais on se frotte le ventre en disant c'est les autres, etc. Les économistes, les grands financiers, tous les gens qui débattent sur les grands programmes, félicitations. Mais il y a des solutions très simples au quotidien pour nous tous. Je me fais un plat, ben, au lieu de gaspiller, de jeter, je le fais un peu moins. Et si j'ai fait un peu trop, on le donne à un talibé. Il y a 10 millions de solutions. J'arrête là parce que je pourrais parler des heures. Trois remarques. La première, c'est sur le financement. Quand on regarde tout ce que quand on a entendu ce qu'on vient d'entendre, et que nous regardons ce que nous vivons, on a parlé tout à l'heure de Sali, la situation balnéaire qui est en train de disparaître. On a parlé de la ville de Saint-Louis. On a parlé de la rarification ou du changement complètement des saisons, même si ça n'a pas été dit de façon aussi claire, mais on l'a évoqué. Il n'y a plus de saison, diront certains. Où il pleut trop tôt, ou trop tard, ou pas assez. Il y a des inondations partout dans le monde. Et quand on regarde, on organise 2 COP dans la même année. On a mobilisé énormément d'argent, de temps et d'énergie. Je ne suis pas contre la COP. Je suis un militant de la COP. Mais n'est-il pas le temps de regarder cette organisation annuelle et se dire, donnons-nous le temps, ne serait-ce que pour cette partie organisationnelle et institutionnelle, d'approfondir nos réflexions. Le monde n'a pas eu le temps, entre les 2 COP, la COP 21 et la COP 22, pour arriver sur des choses concrètes. Et moi, j'étais un peu choqué, peut-être je fais partie des rares. Là, ce qu'on a dit, que la COP 23 se fera aux îles Fidji, mais il ne faut pas l'organiser, on va à Bonn. C'est une catastrophe, monsieur. Je crois que personne n'a réagi, on a tous applaudi haut et fort. Mais ça doit faire réfléchir. Donnons ceux qui savent organiser des organisations. Puis de façon claire, ce n'est pas de la politique, c'est vital pour nous. Lorsqu'on y va, c'est pour chercher des solutions aux problèmes que nous vivons quotidiennement. S'il faut les reléguer au rang de messe,
comme les autres messes qui se font dans le monde, mais laissons faire. Nos plages vont continuer à disparaître. Vous êtes arrivé à beaucoup, je vais raccourcir, hein. Je peux juste en faire. Non, parce que ça me tient à cœur. Et c'est un cri du cœur que je suis en train de lancer. Je vais finir par le financement. Sommes-nous tout le temps obligés de baser toutes nos stratégies de développement sur des engagements qui viennent d'ailleurs et qui ne tiennent que par la volonté des dirigeants qui les portent? L'élection des États-Unis a posé beaucoup de problèmes pour la plupart d'entre nous qui pensons que nous ne pouvons faire les choses que par l'autre. Et si nous commencions par nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Est-ce que ne pouvons-nous pas venir dans cette table de négociation avec des solutions africaines? C'est pas vrai, on ne manque pas de moyens, nous les avons. Et nous savons tous où est-ce qu'on peut aller pour trouver les ressources. Allons sur ces tables de négociation avec nos amis du Nord et disons-leur, nous avons fait ceci, qu'est-ce que vous allez faire pour remplir la vase que nous venons de vider? Je vous remercie. Globale soit faite, non plus à une parcellisation au niveau des États, mais à ce que le même comité qui a travaillé à avoir ces résultats-là se présente de manière institutionnelle et un responsable prenne en charge tout ce fonctionnement-là, de ce programme-là, jusqu'au bout, au lieu de ramener toutes les décisions au niveau des États. Ça nous amènerait à traîner en longueur et ça ne réglerait pas le problème. Le problème serait à ce que un mode constitutionnel, comme a été créé par exemple la BCEAO, qui prenne en charge les problèmes de l'Afrique occidentale en termes de gestion monétaire, la gestion de ce programme environnemental qui est en fait un problème économique, qu'elle soit prise par ce comité-là et qu'on institutionnalise de manière institutionnelle un système qui permettrait à ce que ce système-là, avec maintenant le regard des États en termes de veille, permette de faire fonctionner de manière opérationnelle ce programme-là. C'est-à-dire, on a des problèmes, l'Afrique, chaque pays ne peut pas y aller. On a vu que depuis le temps que ce problème climatique existe, les pays ne peuvent pas de manière unitaire y aller et décrocher des financements. Parce que n'ayant pas de projet éligible, alors qu'au niveau d'un programme institutionnel, on pourrait agréger les programmes de même nature et les présenter et obtenir des financements adéquats. Moi, c'est dans cet esprit-là que je voudrais intervenir. Cette audience-là. Mais ma question, en fait, elle va directement vers les gens qui sont les négociateurs. Quels sont aujourd'hui les critères d'octroi de ces fonds? Quels sont les critères d'attraction de ces fonds? Comment devons-nous nous présenter pour préparer pour que l'on puisse monter des dossiers? Je pense que c'est ça qui intéresse le privé. C'est ça qui intéresse aussi, je pense, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la collectivité locale de Bolokhène ou la société qui veut faire de l'énergie, qui veut ramasser les plastiques pour faire de l'énergie. Et ces questions-là, effectivement, qui sont simples pour tout le monde, aujourd'hui, je pense, doivent être aussi mis à terre, justement. Et c'est pourquoi j'interpelle effectivement ces experts-là, si on travaille dessus. Je sais que dans beaucoup de pays, quand on lit la littérature, que ce soit en Europe ou en Amérique, il y a eu beaucoup de think tanks et des gens qui réfléchissent, et avec des banques, avec des sociétés, pour essayer de trouver des processus simples et rapides. En Afrique, où est-ce qu'on en est?
effectivement, on a, pour ma part en tout cas, l'impression que c'est des démarches séparées entre la BAD, la BOAD, etc. et tout ça. Et il n'y a pas de solution globale proposée aux gens qui permettent d'aller vite. Parce que quand un privé ne voit pas l'horizon, en général, il ne se lance pas. Le ministère de l'Environnement, on a le ministère de l'Énergie, on a les entreprises du secteur privé, on a l'université, on a les communautés. Mais tous ces gens-là, leur contribution pour qu'on arrive à bout des changements climatiques est importante. Mais qui coordonne? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on a un dispositif institutionnel ou bien un secrétariat. Prenez par exemple, je reviens au VIH. Quand les pays ont eu peur, tous les chefs d'État et tous les pouvoirs publics ont mis en place des secrétariats de lutte contre le VIH. C'est ça qui a permis au pays, en amenant le secteur privé, les communautés, les entreprises, les chercheurs, les experts, de ralentir la progression du VIH. Et maintenant, on parle de l'élimination du VIH. C'est de ça que l'ONU-SIDA parle. Il faut qu'on nous dise qui va porter la réponse des pays. Et même au-delà, comme a dit M. Faye, on peut même maintenant réfléchir sous-régional. Dire qui va porter la réponse de la CEDEAO, de l'UEMOA ou de la région Afrique pour cette réponse au changement climatique. Ça, pour moi, c'est flou. Si aujourd'hui je voulais m'adresser à une institution ou à un décideur pour savoir qu'est-ce que je dois faire en tant que structure d'assistance technique pour organiser la réponse ou la lutte contre les changements climatiques, je ne sais pas qui est la bonne information, qui a la bonne information et la bonne source. Je ne suis pas sûr aussi que les gens savent très bien qui est éligible à ces dispositifs de financement dont on parle. Est-ce que c'est les entreprises privées? Est-ce que c'est des experts? Est-ce que c'est des prestataires? Est-ce que c'est des sociétés privées qui veulent lancer des innovations dans leur modèle business, dans leur modèle opératoire? Moi, je ne suis pas sûr. Et je voudrais savoir vraiment qui est éligible. Parce que quand on dit au Sénégal, le CSE a été accrédité, peut-être qu'il y a d'autres institutions aussi qui ont le même calibre que le CSE, qui pouvaient être accréditées. Donc, qui a décidé de qui postule au nom du Sénégal pour prétendre à être accrédité pour ce fonds? Et la question, la première, je l'ai beaucoup aimée. Sommes-nous obligés d'attendre des partenaires? Non, il ne faut surtout pas attendre des partenaires. La preuve, pour moi, la question du climat est une question de développement. C'est pour ça que je dis qu'il faut intégrer le climat dans la planification du développement. Et quand vous intégrez le climat dans la planification du développement, donc ça devient une question à part entière. Il faut une appropriation totale, une appropriation au niveau politique. Donc ça, c'est la manière de le faire. Ensuite, il faut une appropriation au niveau socio-économique. J'espère que ce type de débat-là et d'échange permet cela. Ensuite, il faut une appropriation au niveau territorial. Parce que c'est là où les choses se passent, c'est là où les impacts sont ressentis, c'est là où les mesures doivent être mises en œuvre. Mais vous avez raison, il faut orchestrer une réponse nationale. Et ce n'est pas le mandat des négociateurs internationaux. Il y a une grande frustration au niveau du groupe des négociateurs. Notre job à nous, c'est d'avoir des résultats dans des négociations multilatérales et internationales. Et donc le grand défi, la grande frustration, c'est quand nous avons par exemple obtenu des financements, comment s'assurer qu'à la base, ces financements vont être véritablement mobilisés et aller, par exemple, pour la petite agriculture dans un territoire spécifique. Et ça, c'est le travail de chacun des 54 pays africains qui sont souverains. Donc la question de l'orchestration d'une réponse nationale est essentielle. Déjà, élargir le débat à d'autres ministères, et pas seulement, enfin, non seulement à d'autres ministères, mais au niveau le plus élevé politiquement, est essentiel. Je suis complètement d'accord avec M. Si qui disait qu'on peut apprendre énormément de cette expérience sur le VIH. Parce qu'à un moment, justement, il y a eu cette structure-là, une seule coordination. Une seule coordination nationale qui généralement est rattachée à la présidence ou à la primature. Donc, il permet donc d'être au-dessus des ministères horizontaux. Et une stratégie nationale, donc une stratégie
non seulement en termes d'action, voilà, un plan de mobilisation, un plan de suivi, avec maintenant un dispositif qui est non seulement sectoriel, donc tous les ministères avaient leurs cellules, et ensuite il y avait une déclinaison au niveau territorial. Beaucoup de pays africains ont commencé ce travail-là. Mais moi je pense que cette architecture, en termes de gouvernance, nous avons eu des résultats probants. Maintenant c'est certain, le phénomène n'est pas le même. Le phénomène est assez circonscrit dans le VIH-Sida. Ici, il est plus que transversal. Les montants en jeu également ne sont pas les mêmes. L'intégration du climat dans la planification et les impacts, les montants sont plus importants. Vous avez raison. Donc moi je pense que voilà, il faut surtout pas attendre parce que bon, on a eu d'autres expériences. Il faut avoir une stratégie. Quand vous avez développé votre contribution, vous l'avez déclinée de manière sectorielle et territoriale. Vous avez votre stratégie nationale de financement. Et cette stratégie nationale de financement, beaucoup de pays commencent à réfléchir également, par exemple, à la fiscalité écologique. C'est-à-dire prendre en compte, on a des niveaux de pollution atmosphérique dans toutes les grandes villes africaines qui sont assez sérieuses maintenant. Ça, ce n'est pas un problème qui va être réglé. Donc, est-ce que commencer une réflexion au niveau de la fiscalité écologique pour que cette externalité-là soit prise en compte, faut-il la traiter, oui ou non? Au niveau il y a eu une question sur le processus institutionnel, c'est-à-dire le fait que cette question soit traitée a eu le lien notamment avec le système monétaire, en tout cas pour la BCEAO comme institution dans la sous-région. Je pense qu'un premier pas a été fait, d'avoir par exemple un comité des chefs d'État qui se retrouve en marge des sommets de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons des commissions maintenant thématiques qui viennent d'être adoptées à Marrakech. C'est certain, peut-être qu'on verra, peut-être qu'il y aura un commissaire spécifique au niveau de l'Union africaine sur cette question. Ça a toujours bien sûr des défis et des défis, enfin ça a toujours des avantages et des inconvénients. Beaucoup d'États dans les négociations sont assez jaloux de leur prérogative parce qu'ils comprennent que cette question du climat est intimement liée au développement. Donc beaucoup de pays africains, et c'est ça, il y a 54 pays africains avec différents systèmes politiques, différents niveaux de développement. Pour beaucoup, cette question est tellement fondamentale qu'ils pensent que même une architecture au niveau de l'Union africaine pour eux pourrait justement enfreindre leur souveraineté en termes de propositions de solutions. Donc, mais c'est certain que l'Afrique, que les chefs d'État réfléchissent à la manière la plus efficiente de se préparer. Notamment sur ces questions, par exemple, de partage de leçons et d'expériences. On se rend compte qu'on n'a plus besoin d'aller hors d'Afrique pour avoir des expériences pertinentes. Sur les énergies renouvelables, le cas sud-africain, le cas marocain, même l'Ouganda, en termes d'électrification rurale à base de PPP et de feed-in tarif, il y a énormément d'expériences sur le continent, dans tous les pays, dans tous les domaines, sur toute la chaîne de valeur. Et donc on aurait énormément à gagner, au lieu même donc on n'est plus dans la coopération même sud-sud, la coopération au sein même, donc avoir des plateformes et des dispositifs. Mais je pense que c'est assez pertinent et je crois que nous sommes en train d'aller en tout cas vers une institutionnalisation du dispositif. Alors sur le mécanisme de développement propre en particulier, vous avez la chance d'avoir un collègue qui siège au conseil exécutif du mécanisme de développement propre, mais ça a été pour nous tous une grande désillusion pour une raison assez simple. C'est que le marché carbone que nous connaissons a été mis en place sur la base de mesures de réduction, de cibles de réduction que les pays développés ont pris. Donc à partir du moment où les économies sont entrées en récession, le marché s'est écoulé complètement. Donc on est passé d'une tonne à 20 dollars à aujourd'hui un peu moins d'1 dollar. Donc tous les projets, entre guillemets MDP, donc, se retrouvent dans une situation de déficit structurel
puisque la tonne ne remonte pas. La proposition concrète que nous sommes en train d'étudier, c'est de voir est-ce que ces projets ne pourraient pas bénéficier de subventions du Fonds vert climat. Et on serait prêt à discuter de manière individuelle ce type de projet. Parce qu'il y a une manière de si vous voulez, réingénérer les projets. Parce que le prix carbone, le MDP, c'était une subvention déguisée qui représentait 15 jusqu'à 20% du prix du projet. Donc il est possible de réingénérer le projet et puis de le faire appliquer, de le soumettre. Ça nous fait aboutir sur la question de l'accessibilité et des critères d'éligibilité. Toutes les structures sont éligibles, les types de structures. D'ailleurs, le Fonds vert a une facilité du secteur privé. Je propose que la première étape soit juste d'aller faire un tour sur le site web. En tout cas, aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, tout le monde a l'Internet. La première des choses, c'est juste d'aller faire un tour sur le site web. C'est un site web qui est très fourni et qui pour moi, est la première porte d'entrée. Ensuite, la deuxième étape, vous avez sur le site web l'autorité dans le pays qui est l'interlocuteur entre le gouvernement et le fonds. Donc il faut se rapprocher de cette autorité. Parce qu'un peu comme le MDP, il va falloir à un moment, si vous êtes intéressé par développer un projet, avoir une lettre de non-objection. Et puis, vous allez avoir la liste des entités qui sont accréditées. J'ai parlé d'une entité ici en particulier, mais il y a plus de 20 entités qui sont accréditées et par lesquelles vous pouvez passer. Des entités multilatérales, des entités bilatérales, par exemple l'AFD est accréditée, la KfW est accréditée, le GIZ est accrédité. Beaucoup d'institutions, je suis sûr, avec lesquelles vous travaillez déjà, sont accréditées au Fonds vert climat et peuvent vous assister dans le développement de votre projet. Et la question du renforcement de capacité, encore une fois, il faut entrer en contact avec l'autorité nationale et les fonds existent. Les fonds existent pour ça, il faut entrer en contact avec l'autorité nationale.